Ce livre est viscéral. Il prend littéralement aux tripes dès la toute première seconde. Absolument, c'est une expérience intense. Que l'on plonge dedans en livre audio ou en version papier, l'expérience est absolument bouleversante. On parle bien sûr de L'île des oubliés de Victoria Hislop. C'est une plongée vertigineuse dans l'exclusion humaine absolue, face à la maladie et à la stigmatisation la plus cruelle qu'on puisse imaginer. Ouais, un récit totalement électrisant. On y découvre Alexis, une jeune femme d'aujourd'hui, et surtout son arrière-grand-mère, Eleni. Et on bascule instantanément au moment terrible où cette mère de famille est arrachée de force à son mari et ses filles pour être jetée sur un rocher aride. Le grand paradoxe de cette histoire, c'est que ces condamnés à mort, ces exilés pourrissants, ont fini par bâtir une société plus vibrante, joyeuse et solidaire que celle des vivants. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? Franchement, oui. Et les enjeux sont colossaux, car le lourd secret enfoui sur cette île menace aujourd'hui de détruire entièrement l'avenir d'une famille si la vérité n'éclate pas. Pour bien saisir cette onde de choc, il faut commencer par regarder la vie d'Alexis. Exactement. On est en 2001, Alexis a 25 ans et sa vie fait un surplace total. C'est le brouillard complet pour elle. Son couple s'effondre, elle se sent perdue. Et au centre de ce brouillard, il y a le comportement de sa mère, Sophia. Oui, Sophia est un véritable coffre-fort émotionnel. Elle est murée dans un silence de plomb, ininfranchissable. Glacial même. Son passé n'existe littéralement pas. Alexis n'a qu'un seul indice tangible entre les mains, une vieille photographie de mariage au bord usé. Avec des visages indéchiffrables dessus. C'est fascinant d'un point de vue psychologique. Pourquoi effacer sa propre existence à ce point? Bah oui, pourquoi fuir à ce point? C'est souvent un mécanisme de survie. En effaçant son passé pour fuir un traumatisme indicible, Sophia pensait se protéger. Sauf qu'en fait, elle a transmis un fardeau fantôme à sa fille. Totalement. Une identité saine a besoin de racines, tu vois, même si elles sont abîmées. Alexis ne cherche pas juste à fouiller le passé, c'est un instinct de survie émotionnelle. C'est pas possible d'avancer quand on est poursuivi par un fantôme? Voilà, on ne peut pas se projeter dans l'avenir si on n'a pas le droit de nommer d'où l'on vient. C'est pour ça qu'Alexis prend une décision radicale. Elle lâche tout, quitte Londres et s'envole pour la Crète, direction Plaka, Le minuscule village de pêcheurs sur la côte nord, le point zéro. le berceau de Sophia, l'endroit exact qu'elle a fui à 18 ans. Et sur place, Alexis rencontre Fotini, une aubergiste qui était la meilleure amie de sa grand-mère. C'est elle qui détient la clé du coffre-fort. Et au moment où Fotini commence à parler, le décor lui-même est une claque. Tu as la mer Égée, magnifique, des eaux turquoises insolentes de beauté. Et juste en face, à un jeu de pierre de la plage, il y a cette masse. Une masse sombre, écrasante, avec des murailles massives. Spinalonga, l'île forteresse. La cruauté topographique de ce lieu est dingue quand on y pense. Ouais, c'est pas caché du tout. C'est ça. D'habitude, les sociétés cachent leurs parias loin, très loin, pour les oublier. Mais là, Spinalonga trône au milieu du paysage. Visible depuis les fenêtres des maisons de Plaka, Des gens sains. c'est une cicatrice béante en plein milieu d'une carte postale. Et cette cicatrice s'ouvre vraiment en 1939 dans le récit de Fotini. Ah, l'histoire d'Eleni Petrakis, l'arrière-grand-mère. À l'époque, Eleni est le pilier de Plaka. C'est l'institutrice du village. Une femme respectée de tous, lumineuse. Aimée de son arrêt, Georgios, qui est pêcheur, mère de 2 petites filles, Maria et Anna. Tout est parfait, quoi. Jusqu'à cette fameuse tache insensible sur sa jambe. Le verdict tombe, la lèpre. Et là, c'est l'effondrement. À quel point ça détruit une vie à cette époque, ce diagnostic? Il faut vraiment se remettre dans le contexte d'avant la médecine moderne. Ce n'est pas juste une maladie physique, c'est une malédiction, une souillure presque biblique. La mort sociale instantanée. Littéralement, aux yeux de la loi, le malade perd son statut d'être humain. L'État saisit les biens, annule les droits civiques, le nom est physiquement rayé des registres de naissance. On devient un fantôme administratif, un mort-vivant. C'est exactement ça. La société doit te parquer pour gérer sa propre terreur de la contagion. Et ça rend le moment de la séparation physique absolument insoutenable. Imagine la scène. Eleni doit dire adieu à tout ce qu'elle aime, Elle monte sur cette petite barque. sur cette mer magnifique. Et le trajet ne dure que quelques minutes. C'est si proche qu'on entendrait presque les filles pleurer sur la plage. Mais ce bras de mer trace une frontière irréversible. C'est la ligne de démarcation avec l'enfer. Et son mari, Georgios, il la voit s'éloigner sans pouvoir la retenir. Et le pire, c'est que son calvaire à lui ne s'arrête pas là. Ah non, pour Georgios, c'est une torture psychologique continue. Comme il est pêcheur et connaît les courants, c'est lui qui est désigné pour ravitailler l'île.
C'est d'une cruauté absolue. Semaine après semaine, il s'approche de ces murailles, il décharge des caisses de vivres, il aperçoit peut-être sa femme de loin, mais il n'a pas le droit de lui parler ou de la toucher. À chaque trajet, il revit la déchirure du premier jour. C'est une épreuve mentale permanente. Et de l'autre côté du mur, pour Eleni, l'arrivée ressemble à une chute dans les limbes. Les ruines ottomanes sont dans un état lamentable. Ça pue le désespoir et la maladie. Les toits sont effondrés. Que même le prêtre n'a plus personne pour l'aider à enterrer les corps dans la rocaille. C'est la réaction humaine primaire face au rejet total. Quand toute une nation te traite comme un déchet, tu finis par l'intérioriser. On s'abandonne. Voilà. Résignation morbide. On joue aux cartes, on boit de l'alcool distillé en cachette. L'environnement repoussant de l'île est le reflet de leur état mental. Mais c'est là qu'il y a un point de bascule incroyable dans l'histoire. Un truc foudroyant. L'arrivée des Athéniens. Oui. L'État décide d'envoyer de nouveaux malades sur Spinalonga. Et parmi eux, il y a des avocats, des journalistes, des professeurs, des gens très instruits. Et ces gens-là arrivent, regardent ce dépotoir et refusent catégoriquement cette fatalité. Ils refusent d'être des cadavres ambulants. C'est une révolution par la dignité. Leur raisonnement est brillant. La maladie les a exclus de la société, certes, mais elle ne leur a pas enlevé leur humanité. Et l'action collective devient leur arme. Exactement. Ils créent une confrérie. Ils structurent leurs revendications. Ils passent d'une masse terrifiée à une communauté politique soudée. Ce qu'ils accomplissent sur le terrain, c'est prodigieux. Ils nettoient tout. Ils blanchissent les façades à la chaux pour ramener la lumière. Ils restaurent les rues. Ils font pression sur le continent pour avoir de la vraie nourriture. Et le truc le plus fou, ils arrivent à faire installer un générateur électrique. Spinalonga a eu l'électricité bien avant certains villages sains du continent. C'est le triomphe de la volonté sur la ségrégation. C'est dingue. Un écosystème entier se met en place. Les paysans du continent viennent vendre leurs produits frais en cachette. L'argent circule à nouveau. Ils ouvrent des cafés, un cinéma en plein air, ils font du théâtre. Le rejet de la société a forcé ces gens à créer des liens d'une intensité folle. C'est hyper poétique. On entend la musique dans la nuit crétoise. Eleni rouvre même une école pour les enfants malades. C'est une belle leçon d'humanité. Mais la cruauté de cette histoire, c'est que pendant que l'île s'élève moralement, le continent, lui, s'enfonce dans les ténèbres. Ah oui, l'onde de choc sur la génération suivante. Les filles d'Eleni, Maria et Anna, elles grandissent à Plaka. Et leur trajectoire montre une dualité morale fascinante. Maria a hérité de la bonté de sa mère, Une douceur absolue. alors qu'Anna développe un tempérament volcanique, égoïste, assoiffé de richesse. La tragédie avoir des frappes la plus innocente des deux. À la veille de son mariage, Maria découvre la tache, la lèpre encore. La sentence tombe. Sa vie est brisée net. Elle annule ses noces. Et c'est de nouveau Giorgos qui doit prendre sa barque, sauf que cette fois, il emmène sa propre enfant vers l'exil. Pendant que Maria vit cette horreur, Anna, elle, navigue dans le monde libre. Avec un cynisme redoutable. Elle épouse Andreas Vandoulakis, le propriétaire terrien le plus riche de la région. Elle obtient la grande maison, le statut d'intouchable, les toilettes somptueuses. Mais elle s'ennuie, un vide existentiel béant. Et elle entame une liaison secrète, totalement destructive, avec Manolis. Qui n'est autre que le cousin de son mari. Le contraste est saisissant, tu vois. Maria, malade et rejetée, trouve une élévation morale pure en aidant les autres sur son île. Et Anna, qui a tous les privilèges et la santé, sombre dans la bassesse morale et le mensonge. La pourriture morale d'Anna contre la maladie physique de Spinalonga. C'est vertigineux. Et le temps passe, on arrive dans les années 50. Et là, un espoir immense émerge de la science. Les sulfones. Le traitement miracle. Concrètement, ça change quoi pour eux? Tout. Ça déconstruit le mythe millénaire de la malédiction. Ce n'est qu'une bactérie. Les sulfones stoppent la contagion et guérissent les lésions. C'est un bouleversement psychologique sans précédent. L'île n'est plus un tombeau. C'est juste un hôpital dont on peut sortir. Le paria redevient un patient ordinaire. La guérison se répand. Jusqu'à cette date incroyable. Le 25 août 1957. La fermeture de l'île. L'impossible devient réalité. Les lourdes portes se ferment, les malades sont guéris et traversent dans l'autre sens. Maria rentre à Plaka. Une fête monumentale est organisée sur la place du village. C'est la renaissance absolue. On célèbre la victoire sur la souffrance. Sauf que c'est précisément là que la foudre s'abat. La synchronicité de l'horreur avec cette soirée de triomphe est sidérante. La musique bat son plein, on danse, et soudain, le château de cartes de la famille Vandoulakis s'effondre. Andreas découvre l'indicible.
la réalité de l'adultère éclate. La violence de la trahison l'emporte sur tout. La nuit même où la famille devait célébrer le miracle médical, Andreas prend une arme. Il assassine Anna de sang-froid. Le fracas de ce meurtre passionnel balaie totalement le miracle scientifique. La tragédie humaine vient souiller de sang la plus belle victoire médicale. C'est le point de rupture. Andreas finit en prison. L'amant prend la fuite comme un lâche. Et c'est Maria, fraîchement sortie de l'enfer insulaire, qui doit ramasser les morceaux. Surtout, elle doit s'occuper de Sofia, la petite fille innocente d'Anna. Son monde vient d'exploser. Et quand on écoute ce récit avec Alexis, en 2001, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. On comprend enfin le silence de Sofia. Ouais, le double stigmate social. C'est insupportable. D'un côté, la macule de la lèpre familiale. Même éradiquée, ça laissait des traces poisseuses dans le regard des villageois. Et de l'autre, l'infamie d'avoir une mère adultère assassinée dans un scandale sanglant. Dans un petit village des années 50, cette pression est un étau mental qui vous broie littéralement. Fuir à Londres, changer d'identité, ce n'était pas de la froideur. Non, c'était l'unique mécanisme de défense pour échapper à la vindicte sociale et aux murmures accusateurs. Et c'est là qu'on prend une claque monumentale. Le message de l'histoire, c'est que la bactérie de la lèpre n'a jamais détruit l'humanité d'Hélénie ou de Maria. Elles ont continué d'aimer et de créer sur un rocher maudit. Mais le vrai poison, la vraie maladie contagieuse qui a brisé cette famille, c'était l'égoïsme, le mensonge, l'hypocrisie. Et la cruauté abyssale des jugements portés par les gens dits saints. C'est toute la force allégorique du récit. Le dépotoir des pestiférés est devenu une utopie noble, pendant que les gens libres, aveuglés par les conventions, s'entretuaient. Alexis réalise qu'elle n'est pas l'héritière d'une tare physiologique, mais la victime du poids effroyable de la stigmatisation sociale. Nous voilà donc de retour face à la mère Égée, avec Alexis qui tient 7 héritages brûlants entre ses mains, entre l'héroïsme absolu de Spinalonga et le meurtre impardonnable de Placa. Et les questions qui en découlent donnent le vertige. Comment survivre à une telle révélation ? Sofia trouvera-t-elle un jour la force d'accorder son pardon, et Alexis pourra-t-elle briser cette malédiction du silence ? Franchement, l'histoire recèle encore tellement de secrets sur le destin de ces femmes. Il est absolument indispensable de se plonger soi-même dans ce livre pour vivre le dénouement. Pour ressentir la chaleur étouffante de Placa et le frisson de ces murailles vénitiennes, oui, il faut s'y jeter. Et au-delà du roman, cette exploration nous renvoie à un reflet glaçant de notre propre époque. C'est une réflexion qu'on doit tous avoir. Quels sont les murs invisibles, redoutablement silencieux, que notre société moderne continue de dresser aujourd'hui ? Autour de ceux qu'elle juge indésirables, que ce soit les malades, les marginaux ou ceux qui ne cadrent pas. Sommes-nous vraiment si différents de ceux qui détournaient le regard avec effroi en 1939 ? À méditer. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.